Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous montrer comment optimiser l'utilisation de textures PBR. Vous allez voir, ça va vraiment vous permettre d'accélérer votre workflow et de vous le faciliter également. Donc moi, c'est quelque chose que j'utilise. D'ailleurs là, je vous fais cette vidéo à l'occasion de... parce que j'ai un nouveau setup tout neuf. Donc là, j'ai pas mal réorganisé de choses et j'ai optimisé mes textures PBR de cette manière-là pour pouvoir les réutiliser de la manière la plus fluide possible et la plus facile possible. Vous allez voir, c'est assez simple à faire. Donc voilà, pas plus. Et en parlant de textures PBR, je vous encourage fortement, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller télécharger mon petit pack procédural qui contient notamment un outil qui va vous permettre d'enlever la répétition de vos textures, justement des textures images. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit, vous trouverez ça dans la description. Et sur ce, je vous embarque pour vous montrer tout ça. On va activer notre Wrangler si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc pour ça, on va dans Edit Preferences, dans l'onglet Add-on ici, vous pouvez cocher notre Wrangler si vous ne l'avez pas déjà. C'est une extension gratuite qui va nous permettre, voilà, de nous faciliter un peu la vie pour la création de matériaux. On va pouvoir supprimer le cube par défaut, donc je le sélectionne, je fais Sup pour le supprimer. À la place, on va rajouter une sphère, donc pour ça je fais majuscule A dans Mesh. Je vais chercher une UV sphère, on va faire un petit contrôle pour appliquer deux subdivisions de surface. Je vais faire un clic droit Shade Smooth pour lisser le tout. Je pense que vous avez un peu l'habitude. On va aller rapidement dans l'onglet Shading ici. On va cliquer sur New pour créer un nouveau matériau. Et on va pouvoir simplement sélectionner le Principal BSDF Kit ici, et pour créer un matériau PBR de toute pièce, on va utiliser donc notre Wrangler pour importer toutes les images en même temps. Donc pour ça, je vais faire CTRL majuscule T en ayant bien sélectionné le Principal BSDF, et maintenant je vais pouvoir aller chercher donc les images de la texture que je veux utiliser. Donc voilà, pour l'exemple, on va prendre le Grey Rocks ici. D'ailleurs, vous avez le lien dans la description pour pouvoir aller télécharger des textures gratuites comme ça sur le site Polyhaven. Donc là, on va aller dans le dossier texture pour retrouver nos fichiers qui sont ici. Donc simplement, on en a 4. On a la diffuse, le displacement, les normales et la roughness. Donc on va tout sélectionner directement comme ça. Et on va cliquer sur Principal Texture Setup ici. Voilà, donc il nous a fait un setup automatiquement, donc qui est déjà optimisé. Vous voyez que là, si je passe sous Cycle, eh bien tout se passe correctement. J'ai bien ma texture qui apparaît dessus proprement. Alors par contre, à ceci près que là, on n'a pas le displacement d'activer. Donc simplement, on peut aller éventuellement dans Material Properties ici. Alors ça ne sera pas dans l'onglet Displacement. Curieusement, on va aller dans Settings ici. Vous voyez qu'on est en Bump Only. On va simplement passer en Displacement and Bump. Voilà, donc vous voyez que là, de base, le displacement est souvent très fort. Donc on peut passer à 0,2 par exemple pour avoir quelque chose de beaucoup plus correct. Voilà, donc ça souvent le displacement, d'ailleurs je fais une petite parenthèse dessus, c'est à réadapter en fonction de l'échelle de votre objet sur lequel est appliquée la texture. Donc bon bah voilà, c'est quelque chose à justement à avoir souvent sur le coude, d'où également cette vidéo. Pourquoi? Parce que bah, c'est pas pratique en fait d'avoir ce schéma là de cette manière là. Parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir importer votre matériau, eh bien, il va être sous cette forme-là et c'est pas pratique. Là, par exemple, pour changer l'échelle, il va falloir venir sur le mapping qui est ici. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, le node mapping nous permet de changer la localisation, la rotation et l'échelle, tout ça sur les 3 axes. Donc, sur le papier, c'est super. Par contre, c'est vrai que dans le concret des choses, j'ai pas souvent besoin de bouger mon échelle uniquement sur un axe. C'est quelque chose qui est assez pénible parce que ça m'oblige à devoir bouger les 3 axes en même temps, alors que j'ai 3 paramètres qui me servent à rien en soi. Donc là, il y a une petite astuce que je vous montre au passage. D'ailleurs, vous pouvez faire un clic gauche sur un des paramètres et faire glisser vers le haut, là par exemple, si je sélectionne celui du bas, et si vous lâchez, vous voyez qu'il m'a bien sélectionné les deux. Par exemple, si je veux passer une échelle de 2 sur les 3 en même temps, et bah, vous voyez, je fais 2 entrées et ça fonctionne très bien. Maintenant, moi, je veux vraiment pouvoir optimiser ça au maximum. Donc pour faire ça, on va créer un groupe de nœuds. Donc pour ça, je vais sélectionner tout ce qui est entre mon texture coordinate et mon material output. Et on va faire CTRL G.
Donc ça a eu pour effet de nous créer un groupe de nœuds. Voilà, là on est à l'intérieur, mais si j'appuie sur Tab pour en sortir, vous voyez que j'ai plus qu'un seul nœud qui se trouve ici entre le texture coordinate et le material output. Voilà, donc je peux d'ailleurs les rapprocher tous les deux de mon groupe ici. On va simplement l'élargir un tout petit peu pour pouvoir voir bien nos entrées par la suite. Et donc on va appuyer sur Tab après l'avoir sélectionné pour rentrer à l'intérieur. Ok, donc comment se compose un groupe de nœuds? On a ici un groupe input. Donc ce groupe input nous permet d'avoir des entrées. Donc vous voyez qu'ici de base on a déjà le vecteur. Donc vous voyez que si je sors, vous voyez que mon vecteur est ici. D'ailleurs si je l'enlève, vous voyez que j'ai tout à 0 donc sur mes 3 axes. Donc c'est tout à fait normal. Donc on va se remettre sur les UV comme vecteur, donc le dépliage UV. Et donc si je retourne à l'intérieur, vous voyez que c'est bien ça que je retrouve ici. Donc on peut mettre d'autres entrées. Donc imaginons par exemple, je veux avoir de disponible justement le changement de mon échelle. Donc simplement, je vais relier l'entrée de disponible ici à l'entrée échelle de mon nœud mapping ici. Et là, vous voyez que le lien vient bien de se faire. Par contre, du coup, si je sors avec Tab, et ben vous voyez que comme pour le vecteur, j'ai toujours mes 3 axes. Donc même si j'ai plus que ce seul nœud, ça continue un peu à m'embêter parce que moi j'en veux plus qu'un de paramètres ici. Je veux pouvoir changer les 3 axes en même temps. Donc vous allez voir, c'est tout simple. Je retourne à l'intérieur avec Tab. Et donc ici, je vais appuyer sur la touche N pour ouvrir mon panneau latéral qui est ici. Et vous voyez que j'ai pas mal de paramètres par rapport à mon nœud dans ce panneau. Donc on va écarter un peu ça ici. Donc vous voyez que je retrouve mes deux sorties, donc le BSDF, donc mon matériau, et le displacement ici. Donc si je sors avec Tab, on retrouve bien deux sorties, le BSDF et le displacement. Ok, donc ici on retrouve bien pour l'instant deux entrées, mon vecteur et mon échelle, comme on l'a vu juste avant. Donc cette échelle, on va pouvoir lui changer en fait son type. Donc là pour l'instant on est sur un vecteur, donc sur 3 axes. Donc c'est ici que je vais cliquer dessus. Et là vous voyez que j'ai pas mal de possibilités, donc on va pas toutes les voir, on va en voir qu'une seule qui nous intéresse, c'est le float. Donc simplement je clique dessus. Ça me fait tout sauter, c'est normal. Pourquoi? Parce que ça vient de me passer mon échelle à 0, ça l'a fait sauter. Donc simplement en quittant ici, on va simplement remettre l'échelle sur 1 et vous voyez que tout se passe bien et comme par magie, mon échelle maintenant c'est un seul paramètre. Ok, donc je retourne dedans avec Tab. Donc ici, on va simplement se mettre ici, vous voyez qu'on a un défaut. Le défaut est à 0. Ça veut dire que si je vais importer mon matériau dans une nouvelle scène, et bien par défaut, en fait, mon échelle sera à 0. Donc ça m'embête un peu parce que je vais devoir toujours remettre 1 de base. Donc là, en défaut, on va se mettre simplement à 1. Ok, donc ici, on n'a pas besoin de faire d'autres réglages pour notre échelle, elle est déjà bien réglée. Donc si je requitte encore une fois avec Tab, vous voyez que je peux bien changer mon échelle. Et là, tout se passe très bien, c'est hyper fluide, tout va bien. Ok, donc maintenant, je vais simplement vouloir avoir de disponible une autre valeur, c'est le displacement. Parce que ça, c'est quand même hyper pratique. On a tout le temps besoin de le bouger pour réadapter la texture à notre projet. Donc simplement, pareil, on va relier ici l'entrée de libre à l'échelle de mon displacement qui est ici, donc le scale ici de mon nœud displacement, et simplement je vais venir renommer, parce que là maintenant on se retrouve avec deux scales, donc simplement ce scale là, je vais le renommer directement displacement ici pour garder quelque chose de bien clair. Donc ici on n'a pas besoin d'en faire plus pour cette entrée là et on va maintenant faire un petit bonus, vous allez voir c'est super sympa, parce qu'on a envie souvent de vouloir bouger sur les textures PBR et qui nous embête un peu parce que c'est pas facilement accessible, c'est la roughness. Pourquoi? Parce qu'on a notre carte de roughness qui est reliée à l'entrée roughness du nœud principal et du coup on n'a pas la main mise dessus. Pour pallier à ça, eh ben, on va ajouter un nœud mat, donc vous allez comprendre. Donc on va faire majuscule A, dans Search, on va aller chercher un nœud mat, le voilà. Je viens le mettre sur ce fil ici, et on va passer au lieu de Add en Multiply, et en valeur ici par 1. Alors pourquoi on fait tout ça? Pour ceux qui ont l'habitude du fonctionnement de la roughness, vous savez que ça génère une carte. Vous voyez, si je me mets en aperçu dessus, alors là elle n'est pas hyper flagrante, mais vous voyez qu'on aperçoit des zones plus claires et des zones un peu plus sombres. Donc c'est la carte de roughness que vous apercevez ici. Vous voyez que si je zoome vraiment dessus, on aperçoit des zones un peu plus sombres.
Donc voilà, et celle-ci n'est pas hyper explicite, mais en tout cas, vous comprenez le principe. Donc simplement, en fait, les zones qui vont être totalement blanches vont être à une valeur de 1, et les zones totalement noires à une valeur de 0 de roughness. Donc maintenant, l'intérêt de mon multiply ici, si je me mets dessus, pour l'instant je suis à une valeur de 1, donc simplement je multiplie 1 par 1 ou 0 par 0, bah, ça donne les mêmes valeurs, forcément. Donc c'est là que ça devient intéressant, mon 1 en gros devient ma valeur par défaut. Donc si je descends par contre cette valeur-là, vous voyez que tout s'assombrit. Donc vous voyez que d'ailleurs on aperçoit un peu plus certaines choses de la carte. Et donc là, ça me permet vraiment de diminuer la valeur globale de ma roughness tout en tenant compte de la carte d'origine. Voilà, donc ça, et on peut monter jusqu'à 2 pour le multiplier jusqu'à 2 et éventuellement tout rendre entièrement blanc au maximum, donc pour avoir une roughness totale en fait de partout. Donc je vais me remettre sur 1. Et on va appuyer, on va cocher le petit clamp qui est ici pour que notre valeur de sortie ne soit jamais supérieure à 1. Parce que ce serait possible, hein, en multipliant, on ne sait pas trop comment a été fait la carte des fois, quand on est en procédural surtout. Donc de clamper la dernière étape avant l'entrée de la roughness, c'est toujours bien, comme ça on est sûr de ne pas avoir une valeur qui va faire des choses un peu exagérées, donc en dépassant 1. Donc là, on est assuré de ça. Et maintenant, on va pouvoir relier l'entrée de disponible qui est ici à la valeur de disponible ici, tout simplement. Donc vous voyez que ça nous a rajouté notre valeur qui est ici. Donc simplement, je vais la renommer en roughness. Voilà. Je vais, vous voyez qu'ici, on est donc à un défaut de 1, hein, comme on avait déjà 1 ici. Donc il nous a bien mis un défaut à 1 aux deux endroits. Simplement, en minimum, on va se mettre à 0. On va mettre les deux extrêmes que l'on a vus juste avant. Donc on se met en minimum à 0 et on se met en maximum à 2. Tout simplement. Et en sous-type ici, au lieu de none, on va simplement passer sur facteur, qui va avoir pour effet ici de nous permettre d'avoir la jauge entre 0 et 1. Voilà, donc je me remets sur mon nœud principal. Et là, vous allez voir que hop, je me remets à une vue plutôt sympa. Et je vais baisser ma roughness, et là vous voyez que ça a bien l'effet escompté, hein. On voit bien la différence de roughness, hein. Ça donne un effet un peu plus mouillé à l'ensemble directement. Donc quand je baisse ma roughness, et quand je la monte, eh bien ça a bien l'effet escompté également, ça va bien jusqu'à me mettre quelque chose qui a un aspect entièrement sec. Voilà, donc ici, on peut vouloir changer l'ordre, hein. Moi j'aime bien en général d'avoir le displacement en dernier. Donc on peut se mettre comme ça. Ensuite, on peut vouloir que lorsque le texture coordinate n'est pas relié, eh bien ne pas avoir ces valeurs à 0 ici. Donc pour pallier à ça, donc je retourne dans mon groupe de nœuds, on se met sur le vecteur et on a une petite hide value ici. Voilà, donc si je le coche, je ressors. Vous voyez que j'ai uniquement l'entrée qui reste de disponible. Comme ça me fait vraiment quelque chose de très propre. Ok, donc je rebranche mon UV ici, et là vous voyez qu'on a vraiment quelque chose de super. On peut vouloir aussi gérer les normales qui sont ici. Donc pareil, on a la force ici. Donc je peux hop, relier ça, mon entrée disponible directement à la force de ma normale. Hop, on va se mettre ici. Et là, on peut le renommer en bump ou normal. Alors en général, hop, je le mets juste avant le displacement aussi. Et on se met entre 0 et 1 également. En sous-type, on peut se mettre en facteur également. Et le tour est joué. Là, on va pouvoir donc du coup... Ah non, je me suis trompé. Je me suis mis sur le displacement, on va bien se mettre sur le bump. Donc en sous-type, on peut se mettre en facteur, et là il est jusqu'à 10. Alors par contre 10, je crois que c'est un peu abusé. Vous voyez que là ça augmente vraiment les normales. Quoique non, on peut le laisser jusqu'à 10, hein, ça peut être intéressant. Donc vous voyez, c'est toujours aussi sympa de pouvoir changer ça aussi. Donc de base on va se mettre à 1, mais vous voyez qu'on va pouvoir jouer dessus également. Hop, donc je ressors, et donc vous voyez ici, maintenant on va pouvoir renommer ici le groupe qu'on a nouvellement créé, donc en Grey Rocks. On va remettre éventuellement le même titre, et on va pouvoir mettre également ce même titre à notre matériau ici. Comme ça, tout est bien renommé. Voilà, donc comme ça, ce matériau, vous allez pouvoir le mettre directement dans votre asset library éventuellement, et comme ça, de cette manière-là, vous voyez également que vous avez ici vos paramètres qui sont disponibles depuis le panneau des propriétés, directement depuis les propriétés de matériaux. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique pour pouvoir agir directement dessus. J'espère vraiment que ce que tu viens de voir dans cette vidéo t'est utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut, à commenter, liker, partager, à t'abonner si c'est pas fait. Et sur ce, je te retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!